Bienvenue dans ce premier épisode de Sur Écoute. Le concept est simple, on place des entrepreneurs sur écoute. Ils nous livrent leurs secrets de parcours, leurs erreurs, réussites, astuces, réflexions du moment. À la différence des médias traditionnels, ici, il n'y a pas d'intervieweur, ni de journaliste, ni de mise en scène. Aujourd'hui, on a placé sur écoute Nawal Aboub et Thibaut Houdon. Nawal est chercheuse en neurosciences. Elle étudie le développement du cerveau et son fonctionnement. Elle a cofondé Rising Up, c'est une start-up spécialisée dans la formation professionnelle. Concrètement, elle aide les grands groupes à tirer parti des découvertes les plus récentes en neurosciences pour mieux former leurs collaborateurs, développer leurs compétences, trouver de nouvelles approches pédagogiques. Thibaut, lui, a fondé Docstring. C'est une plateforme d'enseignement de code en ligne spécialisée dans le Python. Thibaut a accompagné plus de 40 000 étudiants. Sa plateforme est un terrain de jeu immense pour expérimenter de nouvelles méthodes d'apprentissage. Il a rencontré Nawal pour parler d'éducation, de hack cognitif, de gamification, de plein de possibilités concrètes pour améliorer l'enseignement et la transmission de nouvelles compétences. Voilà, et maintenant, je vous laisse les écouter. Pas de soucis, salut. Enchanté, de même, oui, comme ça. Parce que tu viens d'où, toi ? De Toulouse, là, je reviens. Ah Ok. oui, d'accord, ok. Vous venez tous de loin. Ouais, on fait des... Oui, mais toi, tu vas encore plus loin, toi. Ouais, bah là j'étais en Bretagne, donc là c'était juste quelques heures de train, mais ouais, sinon un peu plus C'est loin. un peu plus long. Ça devient bizarre maintenant de ne plus avoir le masque et tout. Tu sais, tu te dis merde, attends, avant, alors qu'il y a 2 ans, on n'y pensait même pas, quoi. Là, tu sais, si t'es dans un métro sans ton masque, t'es genre... c'est genre... Si tu vois quelqu'un qui n'a pas le Ouais, masque, c'est ça. Alors qu'avant, c'était pas du tout ça. Ça a changé, ouais. Mais ouais, du coup, neurosciences, c'est vrai que j'ai jamais eu des conversations très avancées. À chaque fois que j'ai vu des gens qui étaient là-dedans, on effleurait à peine. Et puis, tu vois, et puis j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de choses aussi où il y a tellement de sous-domaines après. Toi, c'est ça. Que c'est ça, c'est un peu c'est comme ingénieur, tu vois, ingénieur. C'est vrai. Donc, ouais. C'est vrai, t'as tout à fait raison. Et du coup, t'as déjà vu des choses... parce que j'ai compris que ce sujet, il est un peu venu sur la table de ta part, que Ouais. toi, t'as des choses qui t'intéressent. Ouais. Peut-être, j'imagine, t'as vu des Ouais, gens. bah, c'est tout le côté justement sur l'éducation. Puis je sais que vu que j'ai jamais trop compris pourquoi, mais je sais que Blanquer apparemment il était là-dedans un peu avant, et donc c'est souvent un sujet qui revient dans les conversations parce que apparemment que dans l'école en tout cas c'est un mouvement qui arrive un peu, mais, c'est vrai. mais bon après moi je suis assez critique du système éducatif. On va dire, mais du coup c'est ça qui est bien, c'est qu'après quand tu es entrepreneur et que tu fais tes trucs, c'est un peu ça qui m'intéresse de mon côté, vu que j'ai codé mon site, donc là c'est un terrain de jeu incroyable, quoi, dans tout ce qui est gamification, tout ce qui est méthode d'apprentissage aussi, parce que pour s'assurer que les gens apprennent bien, retiennent bien ce qu'ils apprennent, j'ai l'impression qu'on est vraiment au niveau 1, quoi, et qu'il y a tellement de choses à faire. Mais c'est vrai que sur les différentes façons d'apprendre, ça c'est un truc, tu vois, que j'ai jamais étudié, et c'est ça qui m'intéresse moi sur tout ce côté. Est-ce qu'il y a parce que finalement j'ai l'impression que tu vois quand tu es mis en difficulté, finalement ça accélère les choses, et que je me demande, tu vois, à quel point. En fait, t'as des gens... Ce qui est sûr et certain, c'est que pour apprendre, ça a un coût. Plus ou moins grand, et ce coût aussi, tu peux diminuer ce coût aussi en réduisant le stress que les gens ils ont à être dans la difficulté. En France, la difficulté, ça nous fait peur. Dès qu'on ne sait pas répondre, on fait oh là là, je vais avoir une mauvaise note. C'est vraiment quelque chose qui est très culturel aussi, dépendant. Et donc le fait que tu aies ça, rien que dans la consigne, déjà tu peux changer la donne. Moi je sais que dans les formations qu'on fait aussi ce que je fais, je dis tout le temps, vous inquiétez pas, peut-être pour certains ça va vous paraître dur, pour certains ça peut être facile. L'important, c'est que vous essayez vraiment de faire de votre mieux. Que vous essayez au moins de répondre spontanément, même si vous ne savez pas. Donc dans ma consigne, j'essaye de gérer mon hétérogénéité des groupes. Et je peux aussi dire aux gens, c'est pas grave en fait si tu te trompes. C'est pas un examen ici, tu es là pour apprendre. Et après on fait de la formation professionnelle aussi, donc c'est déjà pas pareil, t'es pas dans un système scolaire. Mais enfin, quoique on fait ça avec des étudiants, et les étudiants ils sont stressés parce que c'est aussi noté. Mais bon, bref, donc dans tous les cas, dans ta consigne déjà, parce que t'as plein de recherches qui ont montré à quel point la consigne peut changer la motivation. Alors t'as des recherches genre super vieilles, assez anciennes en fait, où t'as des gens qui ont dit vous allez y arriver.
Vous allez voir, ça va être facile, vous pouvez le faire. Et puis d'autres, bon, ça c'est extrêmement difficile. Et tu vois en fait que le taux d'abandon est beaucoup plus important dans le c'est extrêmement difficile, alors que dans l'autre, bah, le taux il est beaucoup moins. Alors que c'est le même exercice. Et ça, tu as cet effet aussi qui est genré. Genre tu dis à une fille, bon parce que tu es une fille, ça va être plus dur pour toi. Ou tu dis à un garçon, parce que ça c'est plus difficile pour toi parce que tu es un garçon, tu vas retrouver des filles qui vont faire moins bien alors qu'elles auraient fait mieux, et des garçons qui font moins bien alors qu'ils auraient fait mieux. Tu vois, comme quoi la consigne, elle peut changer beaucoup de choses dans l'apprentissage. Non, Python est enseigné au lycée et il y a vraiment ce truc-là où on a donné cette matière du coup aux profs de maths. Et moi je dis, bon j'exagère un peu en disant ça, mais des fois je trouve que les profs de philo auraient été plus aptes à enseigner le code que les profs de maths. Parce que je trouve, enfin, on plaque, tu vois, le côté assez scientifique, il faut, alors qu'en fait, moi je suis très mauvais en maths, et voilà, et j'ai aucun problème avec la programmation parce que c'est pas pareil. Enfin, y a oui, les maths faits à l'école. Oui, les maths faits à l'école, c'est pas, et du coup, je trouve que, enfin, je l'ai vu aussi dans les gens qui étudiaient, il y avait des gens qui étaient des fois. Enfin vraiment même encore pire que moi en maths, là, qui sortait une calculette pour faire 5 plus 8 quoi. Et en fait qui avait une logique vraiment, qui voyait les choses de façon très logique et qui du coup n'avait aucun problème sur la programmation. Et je leur expliquais des concepts et ils comprenaient du premier coup, et à l'inverse des gens qui avaient fait des études scientifiques assez avancées et qui butaient des fois sur des trucs tout simples quoi. Moi c'est un peu du coup la critique aussi que j'ai par rapport au système scolaire, là, c'est ce côté où on ne permet pas assez de questionner les choses des fois, où justement en maths il faut que les choses soient comme ça, et puis je me rappelle des fois vraiment sur des trucs tout cons quoi, des équations toutes simples, etc. Me dire je suis pas d'accord, ou tu vois, je comprends pas, et puis on me disait mais tu te compliques la vie, tu vois ce fameux truc là. Pourquoi tu te compliques la vie, c'est facile, il suffit de faire ça, et puis tu as envie de dire non. C'est horrible de dire ça aux gens quand on dit ouais, c'est vraiment mais du coup je trouve que voilà, il y a ce côté là d'essayer des choses quoi, et puis après c'est le fameux connect the dots là, c'est de prendre tout ce que tu apprends un peu de partout et de faire des synthèses quoi. Mais ça en fait en sciences ça s'appelle, on pourrait le résumer à un concept qui s'appelle la métacognition. C'est l'idée de penser sur tes pensées, de savoir analyser ton comportement, de savoir analyser tes raisonnements. Et ça, en réalité, c'est assez difficile à faire. Si demain, je te dis, mais en fait, comment tu fais pour créer ce cours-là, de cette manière-là, tu vas me dire, ok, j'utilise ça, mais c'est assez difficile en réalité d'analyser tout ça. Et le truc qui a été montré en science, c'est que si tu as une bonne métacognition, en général, tu es quelqu'un qui justement a de meilleures capacités à pouvoir apprendre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, parce que tu es au courant de processus inconscients qui sont en toi. Et les élèves, et même nous, on ne nous a jamais parlé de ça. Tu vois, quand on t'a dit, mais tu te compliques trop l'esprit, ton prof, il a jamais essayé de comprendre comment tu as raisonné, pourquoi tu as raisonné comme ça, quel élément tu es allé prendre en compte, comment dans ta tête tu as eu cette stratégie, parce qu'eux-mêmes, ils ne le savent pas. Et moi, je pense que c'est vraiment ça qui manque à l'école. Tu vois, c'est cette envie de pouvoir dire, ok, vous avez résolu ça comme problème, mais regardez ce que vous avez, en fait, comment vous avez réfléchi. Et c'est ça que j'adore en sciences cognitives, parce que la science cognitive, ils partent à l'assaut de ces questions-là. Comment tu fais des mathématiques, comment tu parles, comment tu apprends, Et le fait maintenant d'avoir quand même des mots, des concepts, des mécanismes qui ont été identifiés, ça aide du coup à comprendre pourquoi en maths, au lieu de faire cette réponse, ça fait cette réponse. Par contre, ce qui va être important, c'est de ne pas répéter la même chose en permanence à quelqu'un, parce que plus tu vas répéter sous la même forme, moins ton cerveau il va le retenir. Et ça, c'est des bases en fait un peu de la mémoire qu'on a découvert ces dernières années, de dire que ton cerveau il a besoin de plein d'indices pour mémoriser une information. Et donc, je sais pas si tu as entendu parler de ce principe, parce que ça, c'est assez, assez connu sous tous les profs et des pédagogues, c'est la courbe de... ils appellent ça la courbe de l'oubli, comme si tu oubliais. En réalité, ça c'est faux, parce qu'en fait, c'est plutôt que pour pouvoir intégrer une information et la maîtriser sur le long terme, il faut que tu puisses en permanence la nourrir. Donc tu vas partir d'une base et ensuite, c'est comme le langage, tu vas avoir ton cœur, ton noyau, et puis au fur et à mesure, tu vas apprendre ce mot, tu vas apprendre ça dans ce contexte, tu vas apprendre ça sera ta mère, ton père, ton oncle, ton truc. Tu vas rencontrer des gens qui vont avoir des accents, et tout ça, ça va structurer, ça va stabiliser ton apprentissage, et c'est ça qui va faire que tes réseaux qui vont soutenir cette information va être forts et va le maintenir sur le long terme.
Donc tu vois, la courbe de l'oubli, c'est pas que tu oublies le truc, c'est juste c'est pas suffisant pour retenir l'information. Il faut faire des connexions. Donc, voilà. Donc le fait que les gens soient tout le temps dans le visuel, alors que peut-être ils vont besoin d'avoir de l'audio parce que peut-être dans je sais pas quel métier ils vont devoir avoir, ils vont peut-être avoir un client un jour qui vont appeler et ils pourront pas avoir juste le mail et ils devront répondre au téléphone. Et ils ont été entraînés sur le mail. Tu vois, c'est la même chose que les erreurs qu'il y a en IA, c'est-à-dire on entraîne sur une donnée, mais en réalité, le cerveau humain, lui, il est ultra fort pour prendre toutes les données et en faire quelque chose de stable. Et si tu lui donnes qu'un bout, tu réduis son apprentissage et tu réduis la force de la trace mémorielle en réalité. Et donc, par exemple, beaucoup de choses que je fais en pédagogie en permanence, moi, c'est que je vais te tester sur le même concept, mais je vais changer les exercices, je vais te les mettre un jour, après je vais te le répéter la semaine d'après, et puis peut-être ça sera dans un mois, ou peut-être dans 8 mois. Et ensuite, je vais te faire ça dans un contexte facile, dans un contexte difficile. Je ne vais pas te mettre le facile en premier, je peux te mettre le difficile, après je vais repasser au facile. Et c'est mettre toute cette variabilité qui va faire qu'en fait, après derrière, tu vas être super fort pour maintenir le truc. Donc, penser le truc linéaire en mode ça doit être facile, ensuite c'est difficile, peut-être c'est pas la bonne logique pour notre cerveau. Peut-être qu'en fait on peut faire différemment en jouant sur les consignes, en jouant sur le temps, en jouant sur... Il faut juste toi, avec le contenu que tu as, avec les retours que tu as des utilisateurs, essayer de voir comment tu peux créer des parcours qui soient variés et qui permettent un apprentissage stable. Et tu as des gens, même s'ils vont préférer ça et du coup ils vont être plus à l'aise, et ben peut-être toi ton rôle, et nous nos rôles de pédagogue, c'est de les mettre parfois dans un peu d'inconfort pour qu'ils puissent après se sentir à l'aise dans cet inconfort et que ça en devienne un confort. Enfin, c'est ça l'apprentissage. Et donc de les faire passer parfois du texte, se dire oui, pas de souci, je te mets du texte, mais après t'inquiète pas, il y a de la vidéo qui t'attend et peut-être que... Et là tu vas voir que comme ils sont à l'aise, ils ont appris, bah, la vidéo sera plus facile. Mais du coup, tes apprenants, quand ils viennent, ils passent ce mini-test en fait, un peu de connaissances. Et après, ils restent combien de temps en fait, dans tes parcours? C'est assez variable. On n'a pas un modèle un peu bootcamp où, tu vois, où c'est pendant 3 mois ou 6 mois intensif. On a une formule un peu d'accompagnement sur 1 an parce qu'on considère que c'est un peu un minimum et une période de temps pendant laquelle, quand tu te lances, tu as besoin d'avoir un accompagnement. Mais effectivement, on se rend compte que, et ça je sais pas à quel point j'ai un pouvoir là-dessus, qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui ont 30, 40 ans, qui sont en reconversion et qui eux-mêmes en fait n'ont pas la pédagogie pour justement pour apprendre ou pour se lancer dans des parcours longs comme ça. Et finalement je me dis que le truc le plus important qu'il faudrait que je fasse, c'est pas les cours de programmation ou quoi qui là sont déjà là et puis ça je sais que ça va, c'est tout le côté justement comment garder la motivation, comment aussi tout le côté planification et savoir ce qui t'attend un peu, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui est un peu difficile et là encore ça varie d'une personne à l'autre. Il y a des gens pour qui finalement ça va prendre 6 mois, donc si tu leur dis dès le départ ça va prendre 1 an et demi, tu vois, bah en fait si au bout de 3 mois ils ont appris quasiment la moitié du truc, ils vont se dire, ils vont se poser des questions et vice versa, tu vois. Donc ouais, tous ces trucs-là, comment apprendre à apprendre, qu'est-ce qui t'attend, quel est ton niveau de départ, tous ces trucs connexes en fait. Où, tu vois, en fait, en gros, ce que tu as résumé, c'est ça tes objectifs d'apprentissage. Enfin, c'est ça comment tu vas garder quelqu'un sur ton truc ou pas. C'est pas qu'il soit visuel, c'est pas qu'il soit auditif, c'est pas que tu lui présentes un truc qui soit en texte versus machin. Ce qui va compter, c'est ce que tu viens de dire. Parce qu'en fait, l'humain, enfin, ce qu'on a appris en sciences cognitives, c'est à quel point les humains, ils ont besoin d'avoir des objectifs clairs pour réaliser une tâche. Quelle qu'elle soit, que ça soit une tâche juste de prendre ton verre parce que tu aimes le coca, tu veux boire ton verre de coca, comme je suis chaud pour apprendre le portugais. Sauf que il y a un monde entre les deux de difficultés. Et les naïfs, donc les naïfs, genre par exemple moi je suis naïve en japonais, je connais pas le japonais, mais j'adore le Japon et je me dis j'aimerais bien apprendre le japonais. Et je sais même pas ce que c'est, à quoi ça ressemble en fait, je connais pas l'écriture, je connais pas le truc. Et j'arrive au Japon et je vois toutes les affiches en japonais et j'entends les gens me parler une langue où je n'arrive même pas à distinguer les mots, à couper les trucs. Et je me dis mais comment je vais faire, ça a l'air d'être horriblement difficile. Donc je reprends mon billet retour et je me dis je reste qu'une semaine, je passe pas 6 mois là-bas. Donc le fait que tu saches pas où tu vas, tu sais pas comment ça va être dur, personne te dit quoi que ce soit parce que t'as pas le truc, tu peux pas t'accrocher à quelque chose où t'as pas la... Et ça c'est spécifique aussi de la manière dont notre cerveau il fonctionne. Il a besoin d'avoir des informations pour faire des choix. S'il n'a pas les infos, il fait pas de choix ou alors il abandonne. Mais vous, en gros, dans ta population de tes utilisateurs, t'as quoi à peu près? L'âge par exemple qu'ils ont, tu connais un peu ce type d'infos? En fait, il y a beaucoup de gens qui sont plus dans les 30-50 ans. Donc vraiment des gens qui ont déjà travaillé avant, qui veulent changer de boulot, ou des gens qui sont déjà développeurs et qui veulent monter en compétence sur des sujets précis ou changer de langage ou des trucs comme ça.
Et donc là, effectivement, on a des gens qui, tu vois, ça fait longtemps aussi qu'ils n'ont pas appris un nouveau truc, tu vois, qui sont dans leur zone de confort et qui font leur boulot et que là, d'un coup, c'est un peu retour à l'école, quoi. Et des gens aussi qui ont, c'est ça, qui ont des vies assez entrecoupées, tu vois, qui sont pas... Il y en a quelques-uns qui savent que, pendant un an, ils sont au chômage et ils vont pouvoir s'y mettre et il n'y a rien d'autre à côté qui va les perturber. Et même là, tu vois, tu te dis qu'il y a probablement des façons de faire qui pourraient faire en sorte qu'ils vont plus vite, quoi. Parce que c'est un peu la... Je sais plus c'est quoi la loi de Parkinson, là, plus tu as du temps, plus tu vas en prendre, quoi. Et donc finalement, tu vois des fois des gens qui ont des enfants et qui ont 1 heure par jour. Ils s'en sortent mieux que... Ouais, parce que l'heure qu'ils ont, elle est utilisée à fond. Donc, mais ouais, pour l'instant, j'ai l'impression vraiment de voir des différences intrinsèquement dans les gens, tu vois. Et je me dis, est-ce que dans les petites actions que j'ai faites, tu vois, il y a des trucs tout cons, mais par exemple, j'avais mis un petit machin d'objectif hebdomadaire, tu vois, où tu pouvais dire, voilà, je veux au moins faire 4 heures par semaine, et puis tu voyais sur ton tableau de bord où tu étais rendu, tu vois. Et j'ai l'impression qu'à un moment, ouais, soit faut vraiment pousser très loin dans trouver des outils comme ça, des choses comme ça, à force d'essais, d'erreurs, de parler avec les gens, etc., pour arriver à faire un peu un toolbox de trucs comme ça qui leur permet d'être autonome. Soit il faut dès le début en fait se dire, bah tu vas avoir un genre de prof mentor qui te suit, et puis bah c'est de l'humain, quoi. Et puis, oui, d'ailleurs, si je t'ai pas demandé, vous avez des mentors qui suivent les... Oui, on a. Après, il n'y a pas un gars qui t'a assigné, tu vois, pour te suivre pendant toute la durée. C'est pas un truc à la Open Classroom, c'est ça Open Classroom? Non, ouais, Open Classroom, c'est ça, ouais. Mais je pense que c'est ça qui marche. J'avais rencontré Mathieu une fois et il m'avait raconté un peu ce truc-là et je me souviens que j'avais été bluffée par le système de mentoring qu'ils ont mis en place et derrière, ça crée un engagement de dingue, franchement. Bah, parce que tu es redevable aussi, tu vois, il y a quelqu'un qui t'attend toutes les semaines, j'imagine. En fait aussi, c'est que notre cerveau, ce que moi j'ai réalisé avec les études qu'on a pu faire, c'est à quel point en fait tu as besoin d'avoir un guide pour t'apprendre et un guide humain, tu vois. Alors par contre dans le digital, tu as plein de trucs trop bien que tu peux faire, tu peux apprendre tout. Encore une fois, tu vois, je veux pas rentrer dans le truc, genre faut apprendre à plusieurs, t'apprendre beaucoup plus que si tu apprends tout seul. Je pense que tu as des choses très complémentaires, mais quand tu as quelqu'un qui va t'aider à dénouer parfois des blocages, tu vois, que le digital ne peut pas encore faire. Tu vois, tu comprends pas quand les gens ils arrêtent. Moi parfois je vois il y a des gens qui ont arrêté dans le parcours. Il y en a qui le font une fois, il y en a qui le font en 3-4 fois. Je me dis pourquoi ils font en 3-4 fois? Est-ce qu'il y a un truc qui bloque ou parce que là ils ont été interrompus? Je pourrais pas le savoir, mais et il y en a qui ne le font pas du tout. Alors que pourtant c'est la formation qui est payée, c'est que du bénéfice pour eux, tu vois, mais ils y vont pas. Et au début je comprenais pas ça, j'avais du mal à... Et en fait c'est vrai, nous on est la seule espèce qui enseigne. Où tu as un autre humain qui t'enseigne une autre chose. Et si les bébés sont aussi forts pour apprendre aussi vite, c'est à quel point on les entoure et on les accompagne dans leur développement. Parce que ils imitent pas, ils sont pas juste à regarder, à refaire la même chose, c'est qu'ils vont voir comment toi tu vas réagir, comment toi tu vas ouvrir la boîte, ils vont voir, tu vois, des expériences comme ça hyper stylées où tu vois des bébés qui regardent comme ça, des expérimentatrices qui galèrent à ouvrir des boîtes. Vraiment, une elle est là comme ça, et puis elle n'y arrive pas. Et puis l'autre à côté, elle clip sur le côté, elle l'ouvre comme ça et tu vois que le bébé il les regarde, et puis ensuite on laisse explorer le bébé la boîte. Et devine ce qu'il fait le bébé. Il va prendre la bonne façon de faire. Il prend la boîte et il fait la bonne façon de faire. Et donc c'est pas des imitateurs nés, ils repèrent ce que tu fais de bien et ensuite ils font il fait une synthèse. Et après ils te regardent pour voir si t'as vu et après quand tu leur fais... Tu vois, et la motivation qu'ils ont eue à le faire, c'est naturel parce qu'ils sont curieux de vouloir faire quelque chose et d'apprendre quelque chose, mais ils sont aussi ils vont aller chercher l'œil d'un accompagnateur pour voir, pour valoriser ce qu'ils ont pu faire, etc. De dire est-ce que j'ai bien fait, et puis ça c'est vrai, je le vois souvent. On en a tous besoin d'avoir ça. Cette envie-là de dire j'ai fait un truc, ça marche, mais est-ce que tu peux me dire maintenant si c'est bien, si c'était la bonne façon de faire? Moi, tous mes apprenants, après parfois ça m'arrive dans certains programmes, en fait, ils font la plateforme, après ils ont un one-to-one soit avec moi, soit avec un autre expert de chez moi. Et quand je les vois, je me dis j'ai vu tes scores, franchement, bravo, il fait
ah c'est vrai, vous trouvez que c'est bien, alors qu'ils ont 85-90% parfois de réussite sur mes... Parce que j'ai changé mon système de scoring, donc maintenant ça se passe mieux. Mais bon, ils ont des bons scores. Et donc il me fait, ah oui c'est vrai, il fait, ah, ça me fait plaisir que vous dites quelque chose comme ça venant de vous, parce qu'il m'a vu dans la plateforme expliquer des choses, donc il me voit comme celle qui lui a appris des choses. Ouais. Et en fait ça, tu vois, dans les mesures qu'on a fait en pédagogie, c'est ça qui est le plus fort. Ouais. C'est de faire ça, et après les one-to-one, pour confirmer un certain nombre de choses qu'ils ont pu faire, pour valoriser les compétences qui ont été acquises et pour aussi, après derrière, donner des stratégies personnalisées, bien sûr, en fonction de ton profil, de ce que tu es, ce que tu veux faire. Et c'est vrai que de toutes les mesures qu'on a faites chez nous, c'est celle-là qui marche le mieux. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne marchent pas bien. Ça veut dire que le niveau est différent, parce que tu n'as pas le même. Mais ça veut dire que les humains ont besoin aussi des autres humains pour apprendre et pour aussi prendre du plaisir et vouloir revenir et recontinuer et persévérer. Tu verras jamais un bébé persévérer tout seul comme un débile. Il aura, quand il verra que ça fait rien, il fera. Allez. C'est bon. J'ai amusé tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu as ton parent, un parent qui est là, qui fait mais c'est génial ce que tu as fait, il va refaire. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est le fameux truc, oui, tu vois les. Enfin, tu as besoin de l'approbation, quoi, du regard. De te sentir, c'est vraiment plus que l'approbation, de sentir que ce que tu as fait c'était bien et que quelqu'un est fier de toi. Dans des contextes où tout s'est bien passé et tout, c'est super, ça vient conforter. Et dans des contextes où parfois ça s'est moins bien passé, où la personne, moi ça m'est arrivé comme ça de faire des entretiens, je voyais que ça décrochait. Et c'était au tout début qu'on a commencé à faire ça, je me suis dit attends, on va peut-être faire un truc, je vais essayer de les appeler et de voir ce qui se passe, tu vois. Et en fait, ils étaient en difficulté sur d'autres choses. Ou alors, il y en a certains qui étaient en difficulté vraiment parce qu'ils ne comprenaient pas la logique de ce qu'on leur demandait. Ouais. Parce que parfois, on leur fait faire des exercices bizarres, on leur dit enfin, il y a beaucoup de choses qui sont issues de la recherche, donc tu vois, on leur pose des questions bizarres, ils ne comprennent pas le rapport. Ils font, bah, moi j'ai vu que ça n'avait aucun rapport avec la gestion de conflits, donc je m'en fous en fait. Moi, je veux régler des conflits. Et on leur explique qu'en fait, dans la gestion de conflits, c'est anticiper le conflit. 80%, c'est avant, c'est analyser ce qui se passe, savoir qu'est-ce que les gens t'ont dit et tout. Et d'avoir appelé pour comprendre ça, ça m'a permis de désamorcer des choses dans la formation, un peu ce que tu disais sur les erreurs, tu vois. Mais aussi de faire des points d'étape pour comprendre où est-ce qu'ils en étaient, c'était quoi les blocages de compréhension, et derrière bah, aussi d'apporter quelque chose, ne vous inquiétez pas, en fait, on vous fait faire ça pour ces raisons-là. Je vais vous le remettre la prochaine fois, comme ça vous allez avoir en tête, et vous inquiétez pas, vous allez quelque part avec moi, vous n'allez pas nulle part, tu vois. Tu veux un peu d'eau? Oui, je veux bien, merci. Et l'échange s'arrête ici. C'est la fin de ce que nous avons pu enregistrer. Merci d'être restés jusqu'à la fin. On espère que vous avez trouvé cet échange intéressant. Merci à Nawal et Thibaut d'avoir joué le jeu pour cette écoute. Vous retrouverez les liens de leur site en description. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre pour être informés des prochains épisodes, à liker ce contenu si vous l'avez apprécié. Et nous, on vous dit à très bientôt pour un autre leak.